Quand on dit EMI, expérience de mort imminente, beaucoup imaginent un tunnel, une lumière, une grande révélation. Mais la réalité, c'est que les EMI ne se ressemblent pas toutes. Certaines ont des points communs et d'autres cassent complètement les clichés. Mon expérience, justement, ne ressemble pas à ce que l'on entend le plus souvent. Bonjour, je me présente, je suis Lorraine Jourdain, plus connue sous le pseudonyme de Lexa Marot, médium clairaudiente, auteure et conférencière. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce que j'ai vécu en 2017, concrètement, simplement, sans en rajouter. Et je ferai aussi par moments des comparaisons avec ce que l'on entend souvent dans d'autres témoignages d'EMI, pour que vous puissiez situer ce qui revient fréquemment et ce qui au contraire diffère. Alors, si vous vous intéressez aux EMI, à la conscience et à ce qui peut se passer dans ces états-là, restez avec moi. En 2017, tout a commencé par un son. Un simple son. Le déclencheur, le son, la coupure, la bascule. En 2017, tout a commencé par un son. Je perds conscience et là, il y a un son. Voilà, je ne saurais pas le reproduire. Je sais que dit comme ça paraît simple, mais ce son, je m'en souviens très clairement. Alors, je précise, c'est pour ça que je l'ai mimé, parce que ce n'était pas une voix, ce n'était pas quelqu'un qui me parle, ce n'était pas une phrase, c'était un son net, en continu, un peu bref, comme un signal. Un son qui arrive d'un seul coup et qui coupe tout. Et je veux insister sur un point, ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une impression vague, c'était vraiment, il y a le son et juste après, il y a la bascule. Donc là, je perds connaissance. Et là, il n'y a pas de transition logique, pas de scénario. Il n'y a pas de « je me suis dit que… il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas… comment dire, non, il y a ce moment très particulier où tout s'arrête. Dans beaucoup de témoignages de EMI, les gens décrivent cette rupture comme une frontière, un avant et un après. Quelque chose se coupe et ensuite on se retrouve ailleurs. Moi, j'ai vécu exactement cette coupure. Et ce qui est troublant, c'est le contraste. Un son très précis au départ, puis immédiatement plus rien. Comme si ce son marquait une porte qui se ferme ou une bascule qui s'enclenche. Je ne peux pas vous dire combien de temps s'est écoulé parce que justement à partir de là, la notion de temps devient floue. Bon, on me l'a dit, bien sûr, mais voilà. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que je n'ai pas eu d'étape intermédiaire. Je n'ai pas eu de tunnel, je n'ai pas eu de vision qui défile, je n'ai pas eu de paysage. Il y a eu un son, la coupure et ensuite directement autre chose. Et c'est là que l'expérience commence réellement. Parce qu'après cette coupure, je me suis retrouvée dans un blanc total. La zone blanche, l'espace, les 8 présences, ce que je voyais et ce que je ne voyais pas. Après cette coupure, je me suis retrouvée dans du blanc. Et quand je dis du blanc, ce n'est pas une image poétique, c'est vraiment un blanc total. Comme si l'espace entier était fait de blanc. Il n'y avait aucun décor, pas de mur, pas de sol clairement identifié, pas d'horizon, pas de profondeur, comme on le perçoit habituellement. C'était une zone blanche, dépouillée, sans repère. Et c'est là que je comprends que quelque chose, je ne suis pas dans un lieu, comme on entend un lieu sur terre. Je suis dans un état, dans une forme d'espace qui n'a pas les mêmes règles. Dans beaucoup de témoignages de EMI,
on entend parler d'un tunnel, d'une lumière, parfois un paysage, d'une porte, d'un chemin. Moi, rien de tout ça. Chez moi, c'est arrivé d'un seul coup, blanc total et présence. Face à moi, il y avait 8 silhouettes. 8. Elles étaient en arc de cercle, bien en face. Un peu à distance, comme si elles étaient positionnées là, exprès, en retrait, mais parfaitement visibles. Et quand je dis visible, là encore, je veux être précise. Je distinguais leur forme, mais pas leur visage. Je ne voyais pas les traits, je ne voyais pas les détails. Je ne peux pas vous dire c'était un homme, c'était une femme, il avait tel âge, tel regard. Non, je voyais la silhouette, je voyais la forme, je voyais l'occupation de l'espace. Et pourtant, je savais qu'il y avait 8 présences. Je n'ai pas eu besoin de compter au sens mental du terme. C'était évident. Comme si dans cet état-là, certaines informations sont immédiates. Vous ne les déduisez pas, vous les savez. Et ce qui est très particulier, c'est la manière dont elles se confondaient avec le blanc. Parce que ce n'était pas une scène nette et claire comme un film, ce n'était pas non plus flou comme un rêve, c'était autre chose. Le blanc était absolument partout. Et leur silhouette semblait faite de ce même blanc, mais avec une densité différente. J'espère que vous me suivez. Comme si elles étaient là, sans être réellement dessinées, avec les contours habituels. C'est pour ça que je dis je les voyais et en même temps, je ne voyais pas leur visage. Et là, il y a un point important parce que je sais que beaucoup de personnes vont se poser cette question. Est-ce que vous aviez peur? Ben non, non. Non, je n'ai pas ressenti de peur, je n'ai pas ressenti cette montée d'angoisse qu'on peut avoir dans un cauchemar. Je n'étais pas en danger, je ne me sentais pas non plus menacée. Il y avait une forme de calme immédiat. Et pourtant, quelque chose dans l'ambiance me faisait comprendre que ce n'était pas un accueil. Je vais y venir dans le chapitre suivant, parce que c'est là qu'on entre dans le détail le plus étrange de mon EMI. Le climat de ses présences. Et cette impression très nette qu'elle n'était pas ravie de me parler. Mais avant ça, retenez vraiment l'essentiel de ce chapitre. Pas de tunnel, pas de paysage, pas de décor, du blanc total. Et en face, 8 silhouettes en arc de cercle. Je ne distinguais pas leur visage, retenez bien, je distinguais leur forme et je savais que j'étais en face à des présences. Et à partir de là, l'expérience devient encore plus précise. Parce que ce n'est pas seulement ce que je vois qui compte, c'est ce que je ressens dans l'atmosphère. Le climat, cette impression très nette, elle n'était pas ravie. À partir de là, l'expérience ne se joue plus seulement sur ce que je vois. Elle se joue sur l'atmosphère. Parce que face à ces 8 présences dans ce blanc total, j'ai senti quelque chose de très clair. Elle n'était pas ravie de me parler. Je sais que c'était une phrase qui peut surprendre. Alors, je vais la détailler parce que je ne veux pas que ce soit mal compris. Voilà. Ce n'était pas de la haine. Ce n'était pas de l'agressivité, ce n'était pas une menace. Je n'ai pas ressenti de violence ni de peur. C'était autre chose, comme une fermeture, comme une retenue, comme une distance volontaire, comme si en face, il y avait une position. Vous êtes là, mais ce n'est pas prévu ou ce n'est pas le moment. Et cette impression ne venait pas d'une phrase prononcée, puisque je l'ai dit, il n'y avait aucun son. Elle venait d'une compréhension immédiate, globale, comme un ressenti qui vous tombe dessus. Et dans beaucoup de récits de MI, on entend un accueil chaleureux, enveloppant, très doux.
Des gens parlent de bienveillance, d'amour, de main tendue. Moi, ce n'était pas ça. Et justement, je trouve important de le dire parce que ça montre à quel point les EMI peuvent varier. On n'est pas dans un scénario unique. Là, c'était plutôt « oui, vous êtes là ». Mais non, on ne va pas s'ouvrir. Et non, ce n'est pas un moment de conversation. Et ce qui est étrange, c'est que malgré cette fermeture, moi, intérieurement, je me sentais bien. C'est là que l'expérience devient paradoxale. Parce que d'un côté, je ressens cette distance, ce pas ravi, et de l'autre, je ne suis pas mal. Je ne suis pas triste, je ne suis pas paniquée. Au contraire, je suis apaisée. Et ça, c'est une nuance très importante. Ce n'est pas parce qu'une atmosphère est fermée qu'elle est menaçante. Ce n'est pas parce qu'il y a de la distance qu'il y a du danger. C'est plutôt comme si on me faisait sentir une règle simple, une limite. Et cette limite, je l'ai perçue très tôt, presque tout de suite. Je ne suis pas là pour rester, je ne suis pas là pour échanger longuement. Je suis là et ça doit s'arrêter. Et là, il y a un autre point à comprendre. Dans cet état-là, je n'étais pas dans une émotion humaine classique. Je n'étais pas dans la peur, je n'étais pas dans l'espoir, je n'étais pas dans le stress. J'étais dans quelque chose de plus neutre. Et c'est exactement ce que je vais vous décrire maintenant. Cet apaisement très particulier, sans joie, sans peine, juste bien, parce que c'est ce contraste qui m'a le plus marqué. Des présences fermées et moi, intérieurement, parfaitement calme. L'apaisement neutre. Ni peine, ni joie, juste bien. Ce qui m'a le plus étonnée dans cette EMI, c'était mon état intérieur. Parce que spontanément, on pourrait dire si l'atmosphère est fermée, si ces présences ne sont pas ravies, alors je devais être mal ou inquiète. Mais non, je me sentais bien. Et je veux vraiment préciser ce que ça veut dire, parce que ce n'était pas la joie, ce n'était pas une euphorie, ce n'était pas un bonheur exagéré, c'était neutre. Je n'avais pas de peine, pas de tristesse, pas de manque, je n'avais pas de joie non plus, hein, pas d'excitation, pas de débordement. C'était comme si les émotions habituelles s'étaient déposées. Et à la place, il restait quelque chose de stable, de calme, de parfaitement posé, juste bien. Dans beaucoup de témoignages de MI, on entend parler d'une paix immense. Et je comprends ce que les gens veulent dire. Mais chez moi, cette paix avait une particularité. Elle était presque plate, dans le bon sens du terme. Pas plate parce que c'était vide, plate parce que rien ne bougeait. Comme si d'un seul coup, il n'y avait plus de tension intérieure, plus d'attente, plus de peur, plus de regret, plus de projection. Et ce genre d'état, quand on l'a vécu, on le reconnaît. C'est un apaisement qui ne dépend de rien. Pas d'un décor, pas d'une musique, pas d'une personne qui vous réconforte. C'est juste un état. Et dans cet état-là, il y a quelque chose d'encore plus marquant, c'est l'absence de son. Surtout pour moi. J'aime bien le son. Alors en fait, c'est parce qu'au début de l'expérience, il y a eu ce son net qui déclenche tout, et ensuite plus rien. Et ce silence, ce n'est pas juste « il n'y a pas de bruit », c'est un silence total, absolu, qui fait partie de l'expérience. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant, parce que ce silence a lui seul une présence. Le silence absolu. Après le son, plus rien. Après le son du début, il n'y avait plus aucun son. Aucun. Pas de bruit, de fond, pas d'air, pas de souffle, pas de vibration, rien. Et c'est difficile à expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Parce qu'ici, sur Terre, il y a toujours quelque chose. Même dans le silence, on entend un réfrigérateur, on entend la rue, on entend même son propre corps. Là, non. C'était un silence total. Et ce qui est étrange,
c'est que ce silence n'était pas angoissant. Ce n'était pas le silence qui fait peur. Ce n'était pas un vide froid. Ce n'était pas rien. C'était plutôt un silence plein. Comme si le silence, dans cet état-là, était une matière. Comme s'il avait une densité. Et ce silence, pour moi, a une conséquence directe. Il change la manière dont vous communiquez. Parce que s'il n'y a pas de son, alors tout ce qui se passe ne peut pas passer par des mots. Et c'est là qu'on arrive au cœur de mon expérience. La communication. Je vais employer un mot parce qu'il faut bien en utiliser un, même s'il est imparfait. La télépathie. Comme je le fais lorsque j'entre en contact avec les défunts. Alors, là, je ne vais pas vous parler en tant que clairaudiente, je vais vous parler dans mon expérience. Alors, je n'entendais rien, et pourtant, je comprenais. Et je comprends très bien que certaines personnes soient sceptiques face à ce terme. Moi, je ne vous demande pas d'y croire. Je vous décris le mécanisme tel que je l'ai vécu, en dehors de mon côté médium. Il n'y avait pas de phrase, il y avait du sens. Et ce sens arrivait directement. C'est exactement ce que je vais vous raconter maintenant. Comment je parlais sans parler, comment je recevais sans entendre et comment cette communication m'a fait comprendre une chose très précise. Il fallait que je revienne. La communication directe. Comprendre sans entendre. Dans ce silence total, il y avait malgré tout une forme d'échange. Et c'est là que je dois trouver des mots pour quelque chose qui justement ne passe pas par les mots. Je n'attendais aucune voix, aucune phrase, aucun son. Et pourtant, je comprenais comme si l'information arrivait directement, sans être formulée. Je vais utiliser le mot télépathie parce que c'est le plus proche, même si ce n'est pas parfait. Ce n'était pas une conversation, comme ici. Ce n'était pas question-réponse avec des phrases. C'était plutôt une compréhension immédiate. Comme si on vous déposait un sens complet d'un seul bloc. Vous ne le déduisez pas. Vous ne l'analysez pas. Vous le recevez. Et là, je dois ajouter quelque chose d'important. En tant que médium clairaudiente, comme je le disais tout à l'heure, ce type de contact, je le gère très bien. Ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, qui me surprend, parce que c'est déjà mon quotidien. Même ici, dans le monde des vivants, quand je suis en contact avec les défunts, il y a souvent cette dimension. Des informations arrivent, des compréhensions qui se posent, sans forcément passer par des mots audibles, comme une conversation. Donc, dans cette EMI, je n'ai pas eu l'étonnement de me dire « mais comment c'est possible ?» Non, c'était presque naturel. Je reconnaissais le mécanisme. La différence, c'est que là, c'était total, pas de son et pourtant du sens. Et ce sens, à un moment, a pris une forme très claire. Une évidence s'est imposée. Il fallait que je revienne. Je ne peux pas vous dire, on m'a dit exactement ces mots-là, puisqu'il n'y avait pas de son. Mais je peux vous dire, c'était net, c'était clair, et ça ne laissait pas de place au doute. Et c'est là que l'expérience devient profondément humaine et profondément paradoxale. Parce que quand cette évidence s'impose, moi, je résiste. Je n'avais pas du tout envie de revenir. Il faut revenir et mon refus intérieur. À un moment, tout se resserre autour d'une seule évidence. Il faut revenir. Je le redis parce que c'est important. Ce n'est pas une phrase prononcée. Ce n'est pas une voix qui dit « revenez ». Ce n'est pas non plus un discours. C'est une évidence qui s'impose comme une règle. Et dans cet état-là, vous ne la discutez pas avec des arguments. Vous la ressentez comme quelque chose de net, de décidé. Comme si la décision existait déjà. Et pourtant, moi intérieurement, je n'étais pas d'accord. Je n'avais pas envie de revenir. Je vais le dire simplement, sans dramatiser. Je n'avais aucune
aucune envie de revenir. Et ce qui rend ça encore plus étrange, c'est que je suis une femme très maternelle. Je suis quelqu'un qui protège, je suis quelqu'un qui s'attache, je suis quelqu'un qui ne veut pas abandonner sa fille. Et elle n'avait qu'un an. Elle n'avait qu'un an à cette période-là. Donc logiquement, on pourrait se dire, bien sûr qu'elle va vouloir revenir. Mais dans cet état-là, ce n'était pas ça. Ce n'était pas un rejet de ma vie. Ce n'était pas un manque d'amour, oh non, bien au contraire. Ce n'était pas une pensée du type « je m'en fiche ». Non. C'était plutôt une sensation très brute. Revenir, c'est redevenir dense. Revenir, c'est retrouver le poids. Revenir, c'est remettre les limites. Et là où c'est important, c'est que beaucoup de personnes qui ont vécu une EMI racontent ce même paradoxe. Elles aiment leurs proches, elles ont des raisons de rester, et pourtant elles ne veulent pas revenir. Comme si dans cet état-là, la notion de manque disparaissait. Comme si la notion de séparation n'existait pas comme ici. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que je préfère être précise. Ce n'est pas « je ne voulais plus de ma vie », c'est « je ne voulais pas quitter cet état ». Et ça, c'est très différent. Et là, dans mon expérience, il y a quelque chose d'encore plus marquant. Parce qu'en plus, je suis un peu quelqu'un d'un petit peu têtu quand même. Mais malgré mon refus intérieur, le retour se met en place. Alors, pas brutalement, pas violemment, tranquillement. Et c'est exactement ce que je vais vous raconter maintenant. Comment le retour s'est fait, doucement, sans tunnel, sans choc. Le retour, doux, sans tunnel, sans choc. Donc, malgré ce refus intérieur, le retour s'est mis en place. Et ce qui m'a marqué, c'est que ce retour n'a pas été brutal. Je n'ai pas eu l'impression d'être arrachée, je n'ai pas eu une chute, je n'ai pas eu un passage violent. C'était tranquille. Et je le précise parce que là aussi, dans les témoignages de Émile, il y a beaucoup de différences. Certaines personnes racontent un retour très dur, comme si tout retombait d'un coup. D'autres racontent un retour plus doux, progressif. Moi, c'était doux. Et il y a un autre détail important. Je n'ai pas eu de tunnel, ni à l'aller, ni au retour. Pas de couloir, pas de passage, pas de lumière au bout, juste le blanc, les présences, puis le retour. Et ce retour, je l'ai vécu comme une réintégration lente, naturelle, comme si l'expérience se fermait d'elle-même, comme si on refermait une parenthèse. Et même si je ne peux pas vous décrire chaque micro-étape, parce que ça ne se vit pas comme un film avec des scènes, je peux vous dire une chose, je suis revenue sans panique. Je ne suis pas revenue en étant en état de choc, je ne suis pas revenue en me disant « qu'est-ce qui se passe ?» Je suis revenue calmement. Et c'est là que commence la partie que beaucoup de gens attendent quand ils écoutent une EMI, l'après. Parce que souvent, après une EMI, on entend « ma vie a changé, je ne suis plus la même, j'ai eu une révélation ». Et dans mon cas, c'est là que ça devient particulier parce que je n'ai pas eu un bouleversement majeur. Et je vais vous expliquer pourquoi, simplement, sans forcer. L'après, pas de bouleversement majeur, et pourquoi? Souvent, quand on écoute des EMI, il y a une attente. On s'attend à entendre « après ça, tout a changé, après ça, je n'ai plus jamais eu peur, après ça, ma vie a pris un sens nouveau ». Et je comprends complètement parce que c'est vrai que beaucoup de personnes décrivent un avant et un après. Mais dans mon cas, je n'ai pas eu de bouleversement majeur. Je n'ai pas eu cette sensation, je découvre quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Et je pense que la raison est assez simple, parce que mon quotidien depuis longtemps est déjà en lien avec ces états de conscience. Mon rapport à l'invisible, à la présence, à la mort, n'a pas commencé avec cette EMI. Pardon. Donc l'EMI n'a pas ouvert une porte inconnue, elle n'a pas renversé ma vision du monde, elle a plutôt confirmé
que quelque chose, comme une cohérence. Et je trouve que c'est important de le dire, parce que sinon on crée une sorte de modèle unique, comme si une EMI devait forcément produire une transformation spectaculaire. Or, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, une EMI transforme, parfois elle réorganise, parfois elle bouleverse et parfois elle confirme une réalité intérieure déjà présente. Dans mon cas, c'est ce que j'ai ressenti. Ce n'était pas nouveau, c'était cohérent et ça ne rend pas l'expérience moins forte, ça la rend différente, plus intime, plus silencieuse, plus intérieure. Mais malgré tout, il y a un élément de cette EMI qui, lui, m'est resté. Vous voyez, il y a quand même une chose. Un détail qui n'est pas spectaculaire, mais qui m'a marqué durablement. C'est cette sensation très claire d'avoir reconnu quelqu'un parmi ces 8 présences, sans réussir à ramener le nom. Et c'est exactement ce que je vais vous raconter maintenant. Le mystère, reconnaître quelqu'un sans ramener le nom. Il y a un point dans cette EMI qui est resté comme une trace. Parmi ces 8 présences, vous en souvenez, je vous en ai parlé, hein, d'accord? Il m'a semblé reconnaître quelqu'un. Et je veux être précise, ce n'était pas une idée vague, ce n'était pas peut-être. Sur le moment, c'était une certitude intérieure. Je savais que je connaissais cette personne. Pas « je l'ai déjà vue », pas « ça me dit quelque chose ». Non, plutôt « je connais ». Mais voilà, chose incroyable, je n'ai pas réussi à ramener le nom. Je suis revenue avec la reconnaissance sans l'identité. Et ça, c'est très étrange à vivre, parce que ici, dans notre fonctionnement habituel, c'est souvent l'inverse. On peut se rappeler un nom sans revoir vraiment un visage, ou reconnaître un visage et retrouver le nom ensuite, au bout de, je ne sais pas, de quelques minutes, quelques heures, quelques jours même. Là, non. La reconnaissance était immédiate. Et au moment du retour, c'était comme si le nom ne passait pas. Comme si quelque chose ne se traduisait pas. Et je ne peux pas vous donner une réponse toute faite parce que je ne veux pas inventer. Je veux seulement vous dire ce que ça me laisse comme sensation. Je sais, mais je ne sais pas qui. Ça paraît bizarre, mais c'est tout à fait ça. Et ce détail, pour moi, est important parce qu'il donne aussi une autre lecture aux EMI. On imagine souvent qu'une EMI, c'est une expérience complète, parfaitement claire, parfaitement mémorisable. Mais parfois, non. Parfois, on revient avec des morceaux, avec des certitudes intérieures, mais sans les preuves, avec des sensations très nettes, mais pas traduisibles en mots. Et c'est exactement ce que j'ai vécu là. Et maintenant, je vais faire quelque chose de très simple, mais que je trouve utile. Je vais comparer rapidement mon expérience avec ce qu'on entend souvent dans les récits d'EMI. Pas pour dire que l'une est vraie et que l'autre est fausse, absolument pas. Non, non, juste pour montrer ce qui revient souvent et ce qui, dans mon cas, est différent. Comparaison rapide, ce qui revient souvent et ce qui, chez moi, diffère. Je vais comparer mon expérience à ce qu'on entend souvent dans les récits d'EMI très simplement. L'idée n'est pas de généraliser, l'idée c'est de vous donner des repères. Parce que quand on écoute des EMI, on a vite l'impression qu'il y a un modèle, alors qu'en réalité, il y a des points communs et beaucoup de variations. Point commun, le tunnel, beaucoup de personnes parlent d'un tunnel, d'un passage, d'une traversée. Moi, je n'ai pas eu de tunnel, ni à l'aller, ni au retour. Deuxième point, la lumière ou l'espace. On entend souvent un décor lumineux, parfois un paysage, parfois une impression de lieu. Moi, c'était un blanc total, sans décor, sans repère, comment dire, un espace dépouillé.
Troisième point, les présences. Beaucoup de personnes décrivent des présences, parfois identifiées, parfois non. Moi aussi, j'étais en face à des présences. Mais je ne distinguais pas les visages, je distinguais les formes. 8 silhouettes en arc de cercle en face. Quatrième point, l'accueil. On entend souvent « j'ai été accueillie, j'ai été enveloppée, je me suis sentie attendue ». Moi, je n'ai pas ressenti ça, j'ai ressenti une forme de fermeture, pas le moment, pas hostile, mais pas ouvert. Cinquième point, le message. Certaines EMI contiennent des phrases, des scènes très détaillées, des messages très structurés. Dans mon cas, il n'y a pas eu de message au sens classique, il y a eu une évidence imposée. Et il faut revenir. Sixième point, le retour. Pour certains, le retour peut être violent, pour d'autres, il est doux. Moi, il a été doux, tranquille, sans choc. Rien. Septième point, l'après. Beaucoup racontent un bouleversement majeur. Moi, pas de transformation spectaculaire, plutôt une confirmation intérieure. Et enfin, ce détail que j'entends moins souvent, mais qui m'a marqué, reconnaître quelqu'un sans réussir à ramener le nom. Tout ça pour dire une chose, les EMI ne sont pas un récit unique. Elles peuvent partager des éléments et être très différents dans leur structure. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler avec nuance. Ce qui reste en silence. Ce que je retiens de cette EMI avec le recul, c'est quelque chose de simple. On cherche souvent des preuves, des images nettes, des scénarios parfaits. Mais parfois, ce qui compte le plus, c'est ce qui reste. Quand il n'y a plus de décor, un son, un silence total, un apaisement neutre, des présences et une évidence. Et au fond, la vraie question n'est peut-être pas « est-ce que c'est exactement pareil pour tout le monde ?» La vraie question, c'est qu'est-ce que cette expérience révèle de notre conscience et de ce qu'elle peut vivre au-delà de nos repères habituels. Alors je vous laisse avec cette phrase qui est pour moi la morale de cette histoire. Parfois la chose la plus bouleversante n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on comprend en silence. Et maintenant j'ai 3 questions pour vous. Est-ce que dans votre expérience, si vous avez l'expérience d'une EMI, y avait-il un tunnel ou pas? Est-ce que vous avez vécu un silence total, comme une absence complète de son? Et est-ce que cela vous est déjà arrivé de reconnaître quelqu'un sans réussir à ramener le nom? Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le pouce, boostez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Et je vais vous dire à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.